Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 juin 2023. Aujourd'hui on va parler Binance, on va parler Coinbase, on va forcément parler SEC, c'est obligatoire vu ce qui est en train de se passer. On est en train d'apprendre plein de choses sur Binance et on va se poser la question, est-ce que oui ou non on doit quitter Binance, est-ce que oui ou non on doit déplacer ses fonds? Je vous réponds tout de suite et on ira voir la partie technique avec forcément la baisse que l'on a eu un gros rattrapage sur la chute dramatique que l'on a eue et l'accélération haussière que l'on a eue, mais ça reste quand même un petit peu faible, on va essayer de comprendre pourquoi et justement se mettre dans la tête de quelqu'un qui positionne maintenant, est-ce que c'est le bon moment de rentrer ou pas? Quelle est la gestion d'exposition qu'on devrait avoir? Toutes ces réponses, c'est tout de suite. Et on commence par quelque chose de classique, où les USA ont demandé au CEO de Binance, donc CZ, de venir s'expliquer, c'est quelque chose qui est très classique, et clairement, je pense que ça va être très compliqué pour lui de venir, et de toute façon, il a dit qu'il ne venait pas tout de suite, il n'y avait pas de raison pour l'instant de devoir venir. Il y a plusieurs informations qui sont tombées. La première chose, c'est, là, nous avons un papier de The Block qui nous explique un petit peu toute la démarche qu'il y a pu avoir, et notamment ce qui a été, enfin, ce qui est reproché à Binance et à CZ dans l'utilisation des fonds des utilisateurs, dans lequel il aurait utilisé ses fonds pour transiter à travers Merripick, qui est une société de trading qui lui appartient, durant les années 2020, 2021 et 2022, donc c'est quand même relativement récent, l'utilisation de Paxos pour justement fluidifier tout ça, donc il y a toutes les infos qui sont là, et on a une forme de cohérence entre ce qui s'est passé avec SBF et Binance. On a un petit peu les deux, et c'est ce qui fait peur, et justement la question est-ce que oui ou non on doit retirer ses fonds de Binance? Alors, en l'occurrence, moi je vais vous dire ce que je fais, et si vous êtes ici dans la chaîne depuis assez longtemps, vous connaissez ma position. Vous ne devez pas avoir plus que ce que vous utilisez sur une plateforme centralisée. C'est-à-dire que si vous faites du trading, bah moi par exemple, j'ai donc des fonds qui sont sur Bybit, j'ai des fonds qui sont sur BingX, mais ce sont des fonds qui sont utilisés pour faire soit de l'achat, soit de la vente, ou soit faire du trading actif sur du futur, d'accord? Je n'ai pas plus que ce que je dois utiliser, le reste est sur des wallets ou des cold wallets, en fonction de ce que j'ai. Il est très important de limiter l'exposition que l'on a aux plateformes centralisées. Pour aller plus loin, la seule chose que j'ai sur Binance, et qui restera sur Binance, c'est le BNB. Je vous explique tout simplement pourquoi. C'est que, tout simplement, à l'heure actuelle, c'est un rendement qui est plutôt correct, et que si jamais Binance s'enfonce, bon, on va pas se cacher que si Binance fait faillite, le BNB va prendre une telle claque que c'est fini. Donc ça ne sert à rien d'aller essayer de le mettre ailleurs, enfin voilà, globalement c'est une représentation de là où on en est. Si je sais que Binance, si j'ai acheté du BNB, c'est que j'ai une confiance en Binance. Si la confiance s'effondre au niveau de Binance, le BNB va s'effondrer, donc ça ne sert à rien que je déplace les BNB, que je protège les BNB. Voilà la position que j'ai actuellement, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais personnellement, voilà, j'ai juste du BNB qui se trouve sur Binance, et ça restera le cas, et on verra ce qui va se passer. En tout cas, Binance US est en train de restructurer un petit peu ses fonds, on retire beaucoup de cryptos qui sont considérés comme des securities, en tout cas aux USA, donc c'est Binance US, plus de 40, je crois que maintenant on est à plus de 60, et ça continue à augmenter, ils ont retiré notamment la négociation OTC, donc on commence à avoir pas mal d'infos, ils sont en train de se restructurer. La question est, est-ce que oui ou non, Binance US va arriver dans une forme de compliance, ou est-ce que justement ils vont se faire éclater et va certainement disparaître? C'est la grande question qu'on va se poser. En tout cas, on sait que c'est très compliqué, parce que Coinbase, le CEO, a fait une différence entre le cas de Coinbase et le cas de Binance, d'accord? C'est deux choses qui sont séparées. C'est vrai que, notamment dans ma vidéo précédente d'hier, j'ai fait un gros sac, parce que je suis pas rentré dans le détail, mais c'est tout à fait vrai que c'est deux choses qui sont séparées. Les deux sont attaquées par la SEC, oui, mais pour des choses séparées. Une, pour la notion de stacking et de proposition de securities, et l'autre, aussi de securities, mais, par exemple pour Binance, c'est vraiment aussi le positionnement au niveau des fonds de Binance, l'utilisation des fonds des utilisateurs, donc c'est surtout ça qui a été attaqué, c'est surtout ça qui pose problème, principalement, en plus des securities, donc les securities sont une couche supérieure, alors que Coinbase c'est vraiment que les securities. Et c'est intéressant dans la discussion qu'il a eue et l'explication qu'il a des relations qu'il a eues avec la SEC, et notamment
les rendez-vous glacés qui donnent bien avec la SEC, il a été incapable de pouvoir le voir en vrai, il a eu que des rendez-vous donc très compliqués, et généralement par téléphone, dans lequel voilà, on lui répond, parlez à votre avocat, je ne suis pas là pour vous renseigner. Très important de le dire ça. Je ne suis pas là pour vous conseiller. Alors que, pour rappel, la SEC est censée donner une guidance, donc est censée donner un fil rouge nécessaire pour que les sociétés puissent rentrer dans le cadre législatif. Et du coup, forcément, quand on a quelque chose qui est entre deux, ce qui est le cas pour les cryptos à l'heure actuelle, bon, forcément, c'est très très compliqué. Surtout qu'on est en train de voir à côté une loi qui est en train de se profiler, qui est proposée forcément par des républicains, qui permettrait de pouvoir gérer l'entre-deux. C'est-à-dire gérer le moment où une société lance des fonds, n'est pas forcément, lance un token, lance une crypto, n'est pas forcément totalement décentralisé, mais va l'être décentralisé. Si on prend le cas de AAV, c'est exactement ça, le lancement a été, on va dire, pas forcément décentralisé, mais est arrivé aujourd'hui à une forme de décentralisation dans son organisation, qui est franchement l'aboutissement d'un DAO qui est plutôt vraiment légitime. Et comment on y arrive? C'est la grande question, comment on y arrive sans forcément passer par une securities, en tout cas dans les premières années, et c'est la grande question qui essaie de répondre à cette loi. Et on caractérise que cette loi est quand même 10 fois supérieure, 10 fois plus intéressante que la version actuelle, ou que tout ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant. Et forcément, je pense que là-dessus, on a une accélération de la pression qui se fait sur Gary Gensler, parce que on a les démocrates versus les républicains. Clairement, on l'a bien vu lorsqu'il est passé devant le Congrès, que ça se passait pas forcément bien pour Gary Gensler, et que on n'avait pas du tout l'unanimité qui était derrière lui, et donc il y a énormément de pression qui se font du côté démocrate pour que ça avance, et du côté républicain pour que ça avance, mais du côté loi. Voilà, c'est deux choses qui s'affrontent actuellement, et ça va être la question, est-ce que ça va se régler rapidement ou pas? Je pense que, en tout cas, Coinbase ne va pas se laisser faire, et risque d'être très agressif dans sa façon d'effectuer, pour que, justement, on ait une jurisprudence, ou en tout cas que ça dure suffisamment longtemps, pour que derrière, on ait une loi qui arrive, qui ait une position politique, qui soit aussi mise en place, parce que c'est globalement ça, en plus de la régulation, c'est surtout une position politique qui est attendue. Dans tous les cas, je pense que ça va être très animé dans les 6 mois qui arrivent, ça va être très intéressant de suivre. Bon, comme d'habitude, l'année dernière, mai-juin, c'était quoi? C'était Terra Luna et Celsius, et aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'attaque des l'attaque de la SEC, et donc des démocrates des USA, sur le monde de la crypto. Bon, forcément, on s'en doutait déjà depuis un certain temps, mais ça n'empêche que là, au moins, on devrait avoir quelque chose qui se règle, et donc quelque chose qui n'est plus flou. Pour la suite, ça devrait être positif, quoi qu'il arrive. Ensuite, petite info, nous avons un challenge de trading sur BingX qui est mis en place, donc je vous partage l'info. 6 juin au 19 juin, vous avez la possibilité de gagner des rewards en fonction de votre trading volume. Je trouve que c'est relativement simple, il n'y a pas de limite, quoi qu'il arrive. Donc c'est un trading volume 1 million, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Globalement, 1 million, vous gagnez 100 de cash. Donc à chaque fois que vous faites en fait 1 million, globalement, vous gagnez 100 de cash, c'est un peu l'idée. En termes de trading volume, donc sur BingX, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps d'explication sur l'utilisation de la plateforme, je vous la mets en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, faites attention, ne mettez pas plus que ce que vous pouvez perdre, ne mettez pas plus que ce que vous devez utiliser sur des échanges centralisés. C'est vraiment la clé de voûte d'un bon fonctionnement en crypto. N'oubliez pas, soyez tributaire de vos fonds, ne les donnez pas à quelqu'un, sinon vous n'êtes pas en crypto pour la bonne raison. Au niveau macro, rien, on va attendre la semaine prochaine, et au niveau de l'analyse technique, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses au niveau de l'analyse technique. Alors on va regarder rapidement weekly sur le Total Index avec une vision Ishimoku, très intéressant de voir ce qui s'est passé justement avec la très belle accélération haussière qu'on a eu lundi 22 mai la semaine, où lequel on est allé justement rechercher directement une grosse résistance Ishimoku, dans lequel on a fait le retour, et on est à peu près au milieu. La zone de confiance serait justement ces zones d'aplat qui se trouvent là, avec 23 600 jusqu'à 23 270, dans lequel on a quand même un niveau qui est relativement important, qu'on a en tête déjà depuis un certain temps, hein. On le sait que ça c'est une zone de liquidité qui nous attend, donc pour moi c'est quelque chose qui va être très fort. Et si on regarde les résistances, donc EMA 50 et 200, très intéressant de voir que nous avons touché pile poil la 50, la 200 se trouve en dessous, toujours dans cette zone de confluence 25 200, hein, dans lequel on a quand même un appel de prix déjà depuis un certain temps, on le sait. Donc là-dessus, deux niveaux importants, forcément 25 200, voir si ça tient ou pas, si ça casse, on va chercher la limite Ishimoku. Donc là on est sur une vue weekly, hein, on est forcément sur une vue long terme, donc c'est pour ça qu'on cherche les indicateurs de tendance
générique pour aller dans l'analyse juste hot time frame, rapidement pour pouvoir voir, à savoir qu'on est encore dans une zone de coup de la rupture de la R. Si on casse, ça sous-entend qu'on va faire un retest beaucoup plus bas, retest qui irait chercher justement, hop, les niveaux de liquidité, on va y arriver, tac, les niveaux de liquidité plus bas, dans lequel on irait chercher ici potentiellement, forcément les 23 000, hein. On a toujours ces niveaux qui sont très importants, on les retient, et si on regarde, on est toujours dans ce canal baissier, très fort dans lequel on oscille, et si on regarde, en retirant tout ça, vous allez voir que ça retire toujours une vision, parce que là on voit très bien les patterns, ok, mais si on retire tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Pas forcément le même pattern, on voit surtout ici une zone de ranging, dont je vous ai parlé la dernière fois, on est toujours pas sorti de ça, on a toujours la compression ici du momentum, hein. On est pressurisé au niveau du momentum, il va falloir patienter. Alors, on va l'agrandir de cette façon-là, paf, on voit bien qu'on a bien cette belle pressurisation qui est en cours, dans lequel on a eu un petit excès ici, mais on est dans quelque chose de plutôt classique, toujours en dessous des 50 au niveau du RSI, ce qui fait relativement mal, il va falloir vraiment patienter, de pouvoir sortir soit par le haut, soit par le bas, j'ai tendance à penser qu'on va sortir par le bas avant de pouvoir attaquer à la hausse, mais cette zone de compression dure depuis vraiment longtemps, hein. Le début, c'est janvier, donc début d'année, on a eu bien ici cette divergence baissière, donc il va falloir être patient, je pense que même ça va durer encore potentiellement un mois, voire deux, voire peut-être même plus. Au niveau d'une vision 1 heure, là très intéressant de voir que on a bien eu le retracement qu'on attendait, gros retracement dans lequel on a touché ici 0,5, on a une réaction haussière, moi j'ai joué ce retracement, clairement, là-dessus j'ai fait 2%, donc j'ai fait un petit peu moins que la totalité, parce que tout simplement quand j'ai vu que ça commence à s'affaisser ici, j'ai cut directement, ça voulait dire qu'on allait continuer à faire la cassure baissière, je n'ai pas réagi dessus sur cette zone entre les deux, j'ai joué le 618 ici, 618, où j'ai cut directement, pour plusieurs raisons, parce que j'ai trouvé que au niveau de l'accélération, je me suis dit qu'on avait un bel order block qui se trouvait ici, que si jamais on faisait juste un retest et qu'on cassait l'order block, ça voulait dire qu'on allait soit faire un retest du 618, soit aller chercher 786, et donc j'ai cut une partie de ma position pour pouvoir renforcer plus bas, et justement limiter mes risques d'exposition. Donc voilà un petit peu mon setup. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout simplement ici dans cette accélération haussière, j'ai défini un ordre conditionnel au niveau de cet order block, de façon à ce que si on passe sur cet order block, directement je remonte mon SL de façon à pouvoir cut une partie, et j'arrive à remonter mon SL au niveau de cette zone-là, donc juste en haut, au-dessus de ma zone de liquidité que j'avais définie, au niveau du 0,5, donc 26 383, c'est un petit peu l'idée. Donc pour moi, là, on est quand même relativement faible, on va pas se leurrer, la réaction haussière n'est pas suffisamment forte, on est en train de s'enfoncer petit à petit, donc je pense qu'on va avoir quand même une restructuration au niveau 618, peut-être une deuxième réaction qui risque d'être un peu plus forte, sinon on va continuer à s'enfoncer 786, et là on ira chercher plus de liquidité, renforcer sa position, voire avec le retest qui aura lieu potentiellement à 25 800. Si on casse le 786 et qu'on casse avec une grosse mèche, bon, il faut pas se leurrer, ça veut dire que là, le rebond technique que l'on a eu, on va se faire enfoncer, et on ira chercher justement les niveaux plus bas, 25 200, dans lequel là il va falloir voir, est-ce qu'on tient ou pas, si on tient pas, ça veut dire 24 500, et là, par contre, on ira chercher certainement les targets qu'on s'est fixés à 23 000, 22 000, les zones de rechargement que je vous ai présentées déjà dans les précédentes quotidiennes. Qu'est-ce qui me fait dire aussi que on a quelque chose qui est un petit peu faible? Clairement, la petite accélération haussière et la petite cassure baissière que l'on a eue ici, hein, d'accord, ce petit mouvement-là, a entraîné quoi au niveau des positions top trader? La mise en place d'un hedging, donc on a bien une cassure baissière ici qui n'est pas une prise de profit, loin de là, qui est plus un renforcement des shorts sur cette zone-là, qui est justement un positionnement de hedging, dans le sens où, pour eux, ils considèrent qu'on va avoir une continuité baissière qui va se faire. La question c'est est-ce que ça va être une continuité baissière avec ici une rupture baissière, parce que je rappelle que dans cette accélération haussière ici, on n'a pas récupéré ici le break of structure, d'accord? On est allé renforcer les liquidités, oui, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent au-dessus de 27 500, mais on n'est pas allé les chercher, d'accord? Donc là, pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière, on n'a pas fait de rupture de structure, donc là c'est exactement ce qui est en train de se jouer ici, ce qui justement me renforce mon biais, c'est pour ça que j'ai coupé ici une partie de ma position, pour être vraiment très large dans l'exposition que j'ai, et pouvoir renforcer, pour rester toujours sur la gestion de mon risk management, c'est toujours le plus important lorsqu'on fait du trading. Au niveau du total market 2, cette fois-ci, que je vous propose aujourd'hui, donc qui est globalement tout sauf BTC. Très intéressant de voir que on est quand même dans quelque chose qui est plutôt dégueulasse, on va pas se le cacher, dans lequel on a fait une belle rupture de, ici, la trendline que l'on avait, on a laissé beaucoup de liquidités, certes, au-dessus des 589,
mais quand on regarde ici, on est vraiment, globalement, les pieds dans le vide, et on va aller chercher certainement un retest plus bas, des 500, voire un petit peu plus au-dessus. On n'a strictement rien pour nous retenir, et quand on regarde ici, on va en mettre en 4 heures, histoire de voir si on a quelque chose. Ouais, on a un petit order block qui se trouve ici, 520 jusqu'à 525. On a un petit order block qui se trouve là, mais qui est pour moi relativement faible, hein. On risque pas d'avoir une grosse réaction. Donc là, il va falloir que ça tienne. Si ça tient pas, ça sous-entend qu'on fait une rupture des 500. Rupture des 500, c'est-à-dire qu'on casse ici la dynamique que l'on avait avec le break-off structure. D'accord, là on avait fait une break-off structure dans lequel on avait les lots qui étaient protégés. Ça sous-entend qu'on va chercher les précédents lots. C'est pas bon signe. Là, ce sera vraiment pas bon signe, ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir un BTC qui pourrait s'envoler, et derrière, quelque chose qui s'enfonce. Là, ce serait vraiment pas bon, et maintenant, on va se poser la question de comment ça se fait que on n'arrive pas à reprendre vraiment le dessus. Il y a une raison à ça, je vous l'ai déjà donné, je vous ai dit, attention au niveau de la macro, au niveau du Nasdaq, on n'est pas bien, si jamais on casse baissier, on aura une pression supplémentaire au niveau du BTC, et ça risque de faire relativement mal, bah, c'est exactement ça, on s'est mangé hier une grosse bougie bien rouge, et a priori, là on va avoir encore une respiration, il va falloir voir est-ce qu'on tient ou pas à ces niveaux-là. Très intéressant de savoir que quand on commence en rouge, on a 70% de faire l'inverse à l'ouverture du marché jusqu'à sa clôture. Donc pour moi là on commence bien dans le rouge, potentiellement on pourrait repartir à la hausse, mais ça n'empêche que là actuellement Nasdaq est en position ici de distribution dans lequel il risque de mettre en place ici un retracement. De toute façon il faut retracer à un moment donné, il faut respirer, même si c'est un petit retracement ou une latéralisation, là c'est ce qu'on attend au niveau du Nasdaq, c'est ce qu'on attend au niveau des indices US, et donc du coup le BTC en lui-même prend une petite claque, va perdre un petit peu de sa résilience, même si on est quand même relativement solide, hein, je veux dire on s'est pas enfoncé dans les bas-fonds, alors que quand même tous les altcoins sont en train de s'enfoncer, que potentiellement il y a une généralisation de la peur sur l'ensemble des cryptos, alors que ce n'est pas l'ensemble des cryptos, on est sur des altcoins, or ETH, hein, d'accord, ETH ne fait pas partie, on pourrait en faire partie, mais pour l'instant n'en fait pas partie, BTC est loin d'en faire partie, mais bon, voilà, on a derrière une cassure baissière, on a un Nasdaq qui est en train de retracer, qui va potentiellement distribuer, donc il va falloir patienter. Je pense que le Nasdaq, lui aussi, est en train de patienter, la semaine prochaine, avec les chiffres de la Fed, potentiellement remonter à 5,5 au niveau des taux, donc là-dessus, on est dans une zone de latéralisation, potentiellement de retracement, dans lequel il va falloir faire attention aux excès de liquidité dans lequel on risque d'aller chercher. Encore une fois, faites attention à votre exposition, couvrez-vous bien parce que ça risque de bouger notamment la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous avez loupé les différentes vidéos d'update, je vous en mets la dernière en haut à droite, comme ça vous avez toutes les infos, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.